Nous sommes à la gare routière de l'information avec mes confrères. Nous allons revenir sur les grands sujets de l'actualité chez nous au Togo avec Joseph Gada du journal Développement, Économie, Développement et puis Ambroise Pondio du journal des Guardians. Nous parlerons de la presse, nous parlerons aussi de la santé et la problématique de l'alimentation pour notre santé. Pourquoi les autorités n'en fassent pas un cheval de bataille? On va en parler. La presse, on en parlera. Et l'avenir de la presse aujourd'hui. Média bashing, n'est-ce pas une menace pour la démocratie? On reviendra sur le sujet. On parlera aussi du fichier électoral avec la certification donnée par l'OIF aujourd'hui. Eh bien, la porte est ouverte maintenant pour le débat. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Bonjour Joseph Gada. Bonjour Eric. Bonjour également fidèles auditeurs et auditrices de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints à l'antenne. Plaisir. Ça fait 2 semaines que vous n'êtes pas au pays. Merci. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Ah oui. Tout va bien? On a grâce à Dieu. Parfait. Merci de nous rejoindre. Bonjour Ambroise Pondio. Oui Eric, bonjour. Bonjour Joseph. Bonjour les auditrices et les auditeurs de radio Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. On va d'abord commencer par la santé. Vous avez suivi tout à l'heure cette conférence, cette émission Santé et Vérité sur la radio et votre impression sur le débat tout à l'heure. Non, mais je pense que c'est vraiment génial. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, je le disais, que ce qui manque dans notre société, c'est le débat. C'est dans les débats qu'on apprend. C'est dans les débats qu'on renforce mieux même ses capacités. Parce que c'est ce que tu dis, ou bien ce que tu peut-être que ce que tu comptes savoir n'est pas aussi la vérité totale. Il y a aussi d'autres qui font des recherches. Et lorsque vous confrontez vos idées, en cela, ça doit sortir un résultat problème, une solution à des problèmes. Bien sûr. Je pense que ce serait vraiment triste de ne pas suivre quand même cette conférence. Et aujourd'hui, nous avons constaté, avec la conférence que nous avons eue à suivre tout à l'heure, que la médecine, elle est la médecine, mais en dehors de la médecine, il y a aussi la santé. Donc c'est ce que nous devons comprendre, que par le passé, si nos grands-parents vivaient jusqu'à instant, ce n'est pas aussi fameux. Et depuis un certain moment que nous-mêmes, nous les humains, surtout de cette génération, nous avons commencé par adopter un autre régime alimentaire. Nous sommes soumis à des maladies diverses. Donc si nous pouvons comprendre que on ne peut pas aussi se fier à la médecine 100%. La preuve, c'est que quand vous allez en Europe, quand vous allez aux États-Unis, tout ça, les gens commencent par changer de régime alimentaire. Exactement. Ça veut dire qu'ils ont compris quelque chose. Ce n'est pour rien que les gens demandent qu'après avoir produit du soja au Togo, qu'on leur envoie la quantité 100% de bio. Alors que le soja conventionnel nous est destiné et nous on mange et on tombe malade. C'est-à-dire qu'ils ont compris quelque chose que, attention, il faut changer d'alimentation. La problématique de l'alimentation pour notre santé, pourquoi est-ce que certains ont le sentiment que nos gouvernants n'en fassent pas leur bataille aujourd'hui, Ambroise? En fait, moi j'ai toujours dit que nos gouvernants sont trop connectés à l'Occident et c'est ça le problème. Aux desiderata des patrons de firmes, des organisations internationales qui sont aussi créées par l'Occident. Parce que quand nous sommes dans ce paradigme, il est difficile, surtout au niveau de nos gouvernants, il est difficile de se soustraire. Parce qu'il semblerait qu'il y aurait des accompagnements financiers. Nos dirigeants, ils prennent tout. Et ils s'en foutent de leur peuple. Ils sont prêts même à piétiner leur peuple. Vous savez, moi, c'est monsieur qui vient de parler là. Moi, c'est les genres de personnes avec qui moi je m'associe, je m'acoquine. Tout simplement parce que c'est les gens qui sont épris du vrai, c'est-à-dire épris de vérité, quoi. Comme vous l'avez dit, au moins la réflexion, réfléchir. Soumettez un débat. Le peuple veut un débat entre Miji Yawa, entre les médecins là, qui sont dans l'ordre là, et ces messieurs-là qui sont en train de créer. Je vais vous lire un truc, ça va vous étonner. Ah oui? C'est-à-dire quand les gens crient là, ils parlent de loi. La loi est faite pour le fort et pour le riche. N'oubliez pas ça. La loi, ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Je ne sais pas si c'est le Montesquieu, mais j'ignore l'auteur là qui l'a dit. La loi est faite pour le fort et le faible. Je crois que
c'est le marxiste-léniniste Karl Marx qui l'a dit. Okay. Et donc, quand nous sommes dans ce schéma, il faut toujours ne jamais perdre de vue que le blanc cherche toujours à imposer à nos dirigeants. Prenons le cas du Covid. Tout le bordel qu'on nous a foutu dans ce pays. Mais il faut... Aujourd'hui, on s'est rendu compte de la supercherie. Oui, non. Il faut que nos dirigeants arrivent à dépasser certaines choses pour demain, pour le futur. Vous voyez, les gens ont peur maintenant des vaccins. Qui a créé ça? Qui a créé cette glace-là? La glace-là, qui l'a créée? C'est eux-mêmes qui ont créé ça. Moi, j'ai eu le BCG. J'ai eu des vaccins anti-polio, tout ça là, dans mon enfance. Mais mes parents ne se sont pas opposés. Parce qu'il n'y a aucune théorie qui démontrait en ce temps-là. Moi, j'ai mangé le sable. Le blanc n'a pas mangé, ne mange pas ça. Le docteur Paul Amégan dit quelque chose d'important. Qu'est-ce qui fait résister le noir face à certaines maladies? Parce qu'il y a une étude anglaise. Ça fait 15 ans, moi j'ai entendu ça sur Radio France. L'étude anglaise a démontré que le noir, l'Africain, est plus résistant à certaines maladies. Oui, un peu comme... Parce qu'en prenant... Docteur l'a dit tout à l'heure. En étant bébé, comment on dit ça? En étant bébé de moins de 6 mois, de moins d'1 an, on est dans le sable. Nos parents nous laissent comme ça. En mangeant du sable, on est résistant à plusieurs maladies qui sont déjà dans le sable. Et donc, en continuant en vous disant que nos dirigeants ne doivent pas suivre bêtement ce que le blanc leur dit. C'est le Covid qui a ouvert les yeux aux Africains, aux Togolais. Regarde comment on nous a forcés dans ce pays à prendre ce vaccin. Et le vaccin, ce qu'il a créé comme problème partout dans le monde. Il y en a qui en tout. Tu connais les cas. Aux États-Unis, on a interdit à ceux-là qui ont pris le Johnson & Johnson de ne jamais donner leur sang. Pourquoi? Donc, aujourd'hui, vous parlez de papillomavirus, tout ça là. Peut-être c'est une bonne chose. Qui en sait quoi? Mais c'est une bonne chose. Mais ce que vous avez foutu aux gens là, les gens vont avoir peur. Ces gens-là vont encore nous évacuer quelque chose dont on ne maîtrise pas le principe actif. Pour vous dire que la médecine traditionnelle et la médecine moderne sont censées collaborer. Ce n'est pas moi qui le sais, c'est l'OMS qui le dit. L'OMS reconnaît la diversité des pratiques de médecine traditionnelle, complémentaires et intégratives dans les pays du monde, et sa contribution à la santé, au bien-être, aux soins de santé centrés sur la personne et à la couverture sanitaire universelle. Une médecine traditionnelle et complémentaire intégrée de manière appropriée peut améliorer les résultats en matière de santé en augmentant la disponibilité des services, en particulier au niveau des soins de santé primaires. De nombreux pays ont une longue histoire de médecine traditionnelle et de praticiens qui jouent un rôle important dans la fourniture des soins aux populations, et l'OMS reconnaît que la médecine traditionnelle, complémentaire et parallèle offre de nombreux bienfaits. Il y a d'autres choses qu'on peut encore dire. Vous voyez comment les gens sont arc-boutés sur leur position. Moi, j'invite nos frères médecins de collaborer avec ces gens-là. Accepter le débat déjà. Je vais dire, acceptez d'abord le débat. Ouvrons le débat. Au lieu que le ministre, au lieu que M. Midi Awa... Vous avez lu le communiqué? J'ai lu le communiqué. Le deuxième paragraphe m'a choqué. Très dur et virulent. Pourquoi? Menaçant. Amen. Il menace qui? Pourquoi? Tous nous allons mourir. Mais si nous montrons un remède pour pouvoir s'en sortir, je pense que moi je vais m'approcher à la médecine moderne. Ce qu'ils ont appris à l'école, et le blanc cherchait d'évoluer. Mais ils n'ont qu'à aussi approcher, nous qui sommes des Africains. La médecine est arrivée en Afrique en combien d'années? Il a dit, pour dire qu'au lieu que le ministre Midi Awa appelle le monsieur en question, bon, tu traites le diabète. Démontre-le nous. Ah, ça aurait pu être la démarche. Ça doit être une démarche. Il a fauté. Il a faussé la base de sa démarche. Mais, un Togolais qui dit qu'il traite quelle maladie? Mais est-ce qu'il n'y a pas des médecines traditionnelles qui traitent des maladies dans ce pays? Oui, beaucoup. Autant de Covid, on en a essayé à l'université, non? Mais si vous reconnaissez que la médecine traditionnelle a une importance dans le giron de la santé, dans les services publics sanitaires au Togo, en tant que ministre, qui doit être au-dessus de la mêlée, le premier réflexe, c'est de convoquer le monsieur. Et tel que je le connais, il va démontrer par A plus B le produit et le principe actif, ou bien le principe actif du produit qu'il a inventé, et les témoins viendront témoigner. Mais je crois qu'il n'a même pas appelé la personne. Il reste dans sa chambre ou dans son bureau, il prend un communiqué virulent. Mais tu vas braquer les gens? Moi je connais un monsieur, il a été gribouillé par un accident. La cheville
est complètement, comment on dit ça, dépecé quoi. Mais c'est grave, mais ils ont fait les prêtres, ça n'a pas marché. C'est un monsieur qui maîtrise les herbes là. C'est lui, il vient tous les matins le masser sur 2 mois. Le monsieur, il est sur les déviers. Ça, c'est la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle est miraculeuse. Tant mieux pour la médecine moderne. Mais s'il y a quelque chose de mieux dans la médecine traditionnelle, que nos autorités respectent ça. D'accord, très bien. Mais c'est eux qui amènent les marabouts. Les marabouts trouvent leurs produits où? Non, je suis sérieux. Il n'y a aucune autorité, que ce soit de Dakar à Malabo, passant par Nairobi jusqu'au Togo, il n'y a aucune autorité qui ne consulte pas les marabouts. Les marabouts. Ah bon, vous en connaissez? Mais quand vous avez des charlatans qui sont dans les camps militaires, c'est dans les officines politiques, ça va manquer. Pour vous dire qu'en réalité, les gens même dorment avec des présidents. Les gens dorment. Au même moment, il y en a aussi qui ont des pasteurs qui sont autour d'eux dans la présidence et la primature. Dans d'autres pays. Ce que nous on fait ici, c'est du cinéma. On nous fait du cinéma pour dire que, mais les marabouts utilisent quoi? Soit c'est des intrants, des animaux, des carcasses d'animaux, ou soit c'est des herbes. Oui, bien sûr. Pas la médecine traditionnelle, parce que Hippocrate, pas Hippocrate, les Socrates et autres ont enseigné. Même Socrate, de son vivant, il a consulté les pharaons en Égypte. Oui, bien sûr. Leur maître, c'est les pharaons, c'est les Égyptiens. C'est ceux-là qui s'asseyent comme ça, là. Ils consultent par l'oracle dans l'eau dans une calebasse. Socrate, Diogène et Hippocrate, tout ça là, ils ont fait leur école là-bas. Avant que les Romains, les Grecs viennent ça. Donc pour dire que le ministre a fait une grosse erreur. Il a prouvé que il n'est pas au-dessus de la mêlée. D'accord. Alors justement sur ce sujet, je ne sais pas si vous avez un commentaire aussi à faire avant de... Non, moi, juste confirmer ce que le président dit. Il m'a été parlé d'un président qui a tout. Quand vous allez... Low battery, please charge. Il y a le pasteur, il y a le prêtre, il y a le musulman, il y a l'imam, il y a le marabout, il y a le marabout, il y a le prêtre vaudou. Lui seul. Il a tout. C'est-à-dire qu'il constitue le monde. Parce que lui, un président africain, il arrive à avoir une contradiction. Ah ouais. Alors, on te tue. Toi, oui. Donc, s'il est malade, il prend les produits pharmaceutiques, mais il prend aussi les produits traditionnels. Vous voyez déjà. Donc, lui, il essaie de mélanger les deux, comme l'OMS l'a stipulé. Je pense que c'est ce qui est mieux. Moi, ce qui me touche, c'est que les gens sont hypocrites. Nous, Africains, sommes toujours hypocrites. Oui. Ce qu'on refuse le jour, c'est ce qu'on fait la nuit. Oui. Donc, ce qu'on dit, bon, que c'est scientifique, il faut respecter. Mais après, lorsqu'on tourne au dos, on va aussi au village, on nous fait des tisanes, on nous fait des poudres noires, tout ça là. Alors, on croit qui n'a pas été atteint de palu et n'a jamais pris des feuilles. Voilà. Des feuilles de bâtiment et de thé. L'autre là de moringa. Tout ça là, moringa. Moringa, cette herbe là, c'est autre chose. Ah oui, mais on continue pas à apprendre. C'est-à-dire que quelque part, Africains que nous sommes conscients qu'il y a une partie des vertus de la tradition qui nous soulage. De la nature, en réalité. De la nature. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes nés en Afrique, pour moi. Ah oui, parce que tout à l'heure, les professeurs l'ont dit tout à l'heure, que en fait, ce n'est pas un hasard aussi pour l'Africain d'être né en Afrique. Donc, la peau noire, ce n'est pas pour rien que ça a été collé à nous. Donc, alors, pour réfléchir, essayons toujours de... En fait, être révolutionnaire, ce n'est pas quelque chose de si mal. Oui. Parce que nous avons... L'histoire nous a... C'est pas un défi, quoi. L'histoire nous a démontré que les révolutionnaires aujourd'hui ont essayé de transformer aujourd'hui une partie de la science même, de révolutionner une partie de la science. Que ce soit en cinéma, que ce soit même dans le journalisme, mais en tout. Donc, qu'on ne voit pas ces gens-là qui arrivent comme si ils viennent nous proposer autre chose. Oui, mais en proposant autre chose, comme si non, que c'est eux qui sont contre ce qui a été fait par le passé. Mais aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Oui. Oui. Ah oui. Ça dit que les gens... Vous voulez une confidence? Ça dit que... il y a 2 semaines, toutes mes émissions, il y a 2 semaines, pour être précis, toutes mes introductions m'ont été proposées par l'intelligence artificielle parce que je leur ai dit des choses et ils m'ont proposé que des introductions. Voilà.
Ça veut dire qu'on passe. Il a pensé quoi? bien sûr. Ça veut dire qu'on passe. Je leur dis que j'ai une émission avec Joseph Gada, Ambroise Jacques Dacouti, je vais parler de ça et ça et ça. Et puis ils m'ont proposé des introductions et des questions à vous poser. Ah oui, ça veut dire que. On ne va plus réfléchir ça. Non, Non, mais oui, c'est-à-dire qu'on te propose, après je regarde, Oui. ce qui est ajusté, je Ah oui, réajuste, c'est ça. et puis on passe à la Donc ça traite. veut dire que les gens réfléchissent. Au contexte. Oui, non, ça veut dire que les gens réfléchissent et passent d'étape en étape, d'étape en étape. Mais ce que nous avons étudié, ou bien, c'est pas doctorat que nous avons reçu il y a de cela 10 ans, 20 ans, non, on a toujours su ça. On ne veut même pas nous-mêmes faire des recherches. Ah, Donc voilà. C'est ça le Donc, problème des et ceux qui font des recherches, on est contre eux. Mais pourquoi? Alors que vous n'avez On pas ne les peut moyens pour évoluer. faire les recherches. Mais pourquoi on ne peut pas Quand aujourd'hui? d'autres font des recherches, Vous dites que non. traditionnel, vous criez. Ok, pourquoi? Alors que nous devons être complémentaires. La vie même c'est ça. Regarde le cancer. Le ah, cancer. la question de cancer. Oui. Le cancer, les gens vont te dépasser. J'ai une dame. Là, il devait mourir. Elle est morte un dimanche. Je suis allé la voir le vendredi. Son mari, qui est un douanier, inspecteur de douane, a dépensé 20 millions. Oui. Sur 4 ans, il a dépensé 20 millions. C'est-à-dire qu'on sait que la personne va mourir. Le mari était obligé de débrancher. J'étais chez Tocoin. J'ai eu les larmes avant de quitter. Ça fait longtemps que je n'ai plus visité un malade comme ça. Elle a les douleurs. Il y a du sang qu'on pompe comme ça. C'est-à-dire, le jour-là, je n'ai pas mangé toute la journée. Pour dire qu'il y a des choses aussi simples, peut-être à faire à cette dame, pour que sa douleur finisse. Juste. Mais pour l'argent, on te maintient dans ça. On sait que tu vas mourir, mais on te maintient dans ça. Je ne vais pas citer des cliniques ici. Je suis allé passant par tout coin. On va mourir un jour. Mais il y a des trucs naturels D'accord. qui nous préservent de certaines maladies. Alors, il y a- Non, il y vous a- rappelez qu'un jour j'avais dit ici que lorsque la médecine rentre dans le capitalisme, c'est autre chose. Ça fausse le débat. Ça fausse le débat. Ça fausse le débat, ça fausse le diagnostic même. Voilà. Pour guérir une Donc, maladie. la vie humaine N'a pas de prix. n'a plus de prix. Parce que dans le capitalisme, on cherche quoi? C'est le profit. C'est le profit maximum. Donc, Et c'est ce que les firmes pharmaceutiques Voilà. ont toujours cherché. Alors, il y a un auditeur qui dit: j'encourage le docteur et M. Togui, car depuis que ma femme a pris les 2 vaccins, elle tousse jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais. Ces blancs veulent nous tuer en complicité avec nos dirigeants. Dis donc, c'est Moi, je l'ai toujours dit. Alors, la clé aussi, je pense que le docteur l'a dit, c'est l'alimentation aujourd'hui. Et quand on dit à nos concitoyens privilégier les végétaux, ils disent: oh, que ça. Donc la question est là, on choisit quoi? La vie ou la mort? Eric, vous savez, il y a de cela Moi, c'est 10 marrant. ans. Il y a de Moi, cela, t'attaques pas, hein. il y a de cela 50 donc voilà, là, il y a de cela 50 ans. Et vous savez, quand on prend chaque peuple aujourd'hui de la sous-région, il y a des alimentations, il y a des aliments qui sont spécifiques. Je prends par exemple les Ivoiriens. Qu'est-ce que les Ivoiriens mangent mieux et ils sont à l'aise? C'est à checker ou bien? Oui. Qu'est-ce que L'alimentation de base. Voilà. Et ils sont à l'aise. Et ils sont à l'aise. C'est à checker. Quand vous prenez par exemple les Sénégalais, c'est tchèp. Tchèp-djen. Ils sont à l'aise. Nous, c'est Matapa. À demain, Quand vous, Fétri. Point. quand vous venez par exemple Bon, au niveau de il y la a côte, Goma. au niveau de la côte par Bon, exemple, aussi, Bénin. Togo. Bénin, c'est Moyo. Moyo, bien ça. Et ils sont à l'aise. Nigeria, c'est Pinot. C'est pas Pinot, c'est Pinot, non? Oui. La pâte Oui. à base de farine. Oui, oui, si. Pinot avec le boma, tout ça là, ils sont à l'aise. Au Togo, c'est-à-dire que c'est la pâte bien chaude, avec adémé, batagman, tout ça. Fétri. Et on est à l'aise. Oui, il a fait. On- On sait ce que moi je mange. et on est à l'aise. Les 2 villes, là, les 2 races de 2 villes là. Dadja, donc tout ça là. Et je me paie. Oui. Moi, ça ne manque jamais dans ma sauce. Hein. Et on est à l'aise. On n'a jamais été aussi malade que ça. Mais depuis que nous avons changé d'alimentation, par cause, Les charman. Oui. Et machin. Moi, je ne le prends même pas. soit parce qu'aujourd'hui nous avons notre vie sociale a changé, Oui. parce que nous avons été en contact avec les étrangers, parce que nous avons eu à voyager, nous avons vu ce que les autres font, Oui. parce qu'on a été dans le monde a la voyagé. diaspora, On a un peu d'argent. on a un peu d'argent. Donc, on a changé de régime alimentaire. Aujourd'hui, le matin, tu peux plus prendre Aïmol, à Koukouli, tu peux plus prendre à Kassan, tu peux prendre l'autre là, ce qu'on appelle à base de miel là. Et Pozo. Oui, oui, si. Et Pozo. Bon, moi, tout ça, on prend. Moi, que les Coupez là. Coco. Coupez là. Moi, j'ai dit que les gens ne sont pas surpris qu'aujourd'hui, quand nous sommes en train de parler en français là, qu'on parle aussi des choses éminentes. J'en ai vu, j'étais en débat à Dakar, parce que j'étais surpris
avec les confrères journalistes qui parlent au Wolof dans le français. Donc que les gens ne soient pas surpris. D'ailleurs, même nous aussi, on va révolutionner aussi le journalisme. On va révolutionner le journalisme. Dans ce que nous disons. Voilà. Donc, dit Galidesi là, avec Koukouli là, on met dedans, on prend un peu du glaçon. Voilà. Tu peux prendre un peu arachide aussi, mais on n'enlève pas les coques. On n'enlève pas. Moi, je n'enlève jamais. Parce que les seuls lipides, si tu as des problèmes d'infection ou de plaies, ça peut régénérer ça. D'accord, docteur Ambroise. Et tu prends Galidesi, Gali, sucre et un peu du glaçon et Koukouli là, tu es tranquille. Et pour le reste, c'est pas évident. Pour le reste, je me paie les deux derby là, les deux poissons en fumée là. Ah, la recette le blanc. Tu prends ça et Blolobi, merci beaucoup. C'est bon. Peut-être un peu du rang, c'est bon aussi. Mais dis-moi, avant on prenait haricots, avec veillis. Quand tu prends veilleux le matin, avec Zomi le matin, ça fait toute la journée, tu ne manges même pas. Non, mais elle dit que tu ne manges même pas. Mais aujourd'hui, regarde, quand les gens se lèvent, d'abord ça fait pas le café, café avec jambon avec shawarma, tout ça là. Déjà à 10h, tu commences déjà à avoir faim. On prend un peu de chocolat quelque part ici. On prend, on prend fromage ici. À midi, c'est ce qu'on va manger à midi, non? On fait salade, on fait machin. Donc, nous avons changé d'habitude alimentaire et nous ne sommes pas surpris. Et donc, c'est normal. Nous-mêmes, nous avons fait appel à des maladies. Hypertension, diabète qui suit, et l'autre là, le cancer aujourd'hui, tout ça là, on en souffre. Et le malheur, comme je l'avais dit, monsieur, merci beaucoup. On n'en met pas de remède. Il y a un auditeur qui dit il y a de cela 18 ans, je n'ai jamais frappé la porte de la pharmacie ni des hôpitaux. Des mots de vente m'ont pris depuis ma naissance jusqu'en classe terminale en 2005, où Dieu aidant, j'ai croisé un Togolais de Vaughan qui m'avait aidé avec des herbes. Vraiment, c'est miraculeux. Vous avez... Il est guéri depuis. Oui, il y a des prises uniques dans la médecine traditionnelle, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit conditionnement mental par l'éducation a été imposé de force par les Blancs. Donc tout ce qu'ils disent est vrai et tout ce qui est chez nous est faux. Changeons d'abord de mentalité et tout va changer, dit donc cet auditeur-là. Messieurs, merci beaucoup. On aborde un autre sujet, on va parler de la presse togolaise. Vous savez, il y a un sujet qui est sur le tapis depuis plusieurs jours maintenant et on en parle. L'avenir de la presse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aussi le débat et pour beaucoup d'entre nous, journalistes, on est convaincus que la presse est aujourd'hui plus que jamais menacée. Et la question que j'ai posée aux confrères hier, je vais peut-être vous la poser aussi. Dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans, est-ce qu'il sera possible de faire du journalisme au Togo, Ambroise? Est-ce qu'il sera encore possible? Oui, il sera possible si les conditions s'amélioraient. Malheureusement, les conditions sont en train d'être coincées de jour en jour. D'abord, il y a des facteurs qui répulsent l'autocensure au niveau des journalistes. D'abord, on n'a pas les moyens pour faire le travail du journalisme. Malgré qu'on se soit débattu pour apprendre et être professionnel. Il y en a beaucoup qui ont été formés sur le tas. Parce qu'il n'a rien à démontrer que c'est ceux-là qui ont été dans les écoles qui sont mieux que ceux qui sont formés sur le tas. Pour le contraire, c'est ceux-là qui sont formés sur le tas qui sont meilleurs, même sur les grandes radios, les grands médias, c'est ça. Secondo, donc on n'a pas les moyens. L'aide de l'État à la presse qui est à 2 milliards, 1 milliard, à 500 millions ailleurs. Ici, c'est 150 millions. Donc déjà, on est à bas, on est au sous-sol par rapport aux autres. Secondo, la peur de tomber dans la gueule du loup. La gueule du loup, c'est quoi? C'est ce fameux article qui parle d'outrage à l'autorité. Et on ne sait même pas ce qu'on met dans outrage. Il suffit de dire que le ministre s'est réveillé ce matin, il a porté une veste noire. Peut-être c'est l'outrage, je ne sais pas. Ce monsieur peut peut-être porter plainte contre toi. Sauf que là où les gens oublient, c'est qu'un planton peut tomber sur un escalier, comme on me l'a appris. Mais quand un ministre tombe sur un escalier, ça fait le scoop. Le planton, personne ne le regarde. Oui, c'est un ministre qui tombe sur l'escalier. Donc ça devient... C'est le scoop, quoi. Ce qui fait que le ministre n'a plus de vie privée. Quand le train est à l'heure, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est quand il est en retard qu'il y a le problème. Si tu veux pas de problème, donc quand tu es non ministre, il faut refuser. Quand tu deviens ministre là, il faut être clean. Même jusqu'à aux États-Unis, c'est comme ça. Ça arrivait à Bill Clinton avec le Monica Gates. Et je me rappelle, Bill Clinton avait dit, je le disais hier, even President have private life. Même le président vit privé. Sauf qu'on lui a dit le contraire.
On lui a dit le contraire, que quel président a une vie privée. Pour dire en réalité que le problème du Togolais, d'abord, c'est l'argent. Les intrants, tout a augmenté, les papiers, tout est cher. Ceux qui sont les expériences dans toute la sous-région, c'est le Togo seul où les gens regressent, contrairement aux autres. Quand tu vas au Burkina Faso, au Bénin, ce ne sont que des quotidiens. Oui. Des quotidiens. Bénin à côté, hein. Le Togo est toujours en avance du Bénin depuis longtemps. Maintenant, le Bénin nous a dépassé, ça fait au moins 20 ans. C'est-à-dire que c'est les quotidiens, rares sont des hebdomadaires. Au Togo, les seuls quotidiens express, Forum de la semaine, Liberté, ils sont descendus en bas. Oui. Forum de la semaine n'existe même plus. Forum Express n'existe même plus. C'est Liberté et Togo Matin qui sautent dans les eaux. Liberté est redevenue bien hebdomadaire. Oui. Tu comprends ça? Oui. Ça veut dire que le problème, c'est au niveau de nos dirigeants qui ne veulent pas de la presse au Togo. Ça, troisième chose, on vous pousse à l'autocensure. Il y a des sujets, vous-même, vous sentez que tu ne peux pas. Parce que déjà, pour rien du tout, on envoie les gens en prison. Et c'est ce fameux article 119 et 3 du Code de la presse qui restreigne l'intervention du journaliste sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qui n'autorise pas le journaliste à intervenir sur les réseaux sociaux. Parce que ça ne couvre pas le journaliste sur les réseaux sociaux. Alors que le monde a évolué avec l'intelligence artificielle. Quand le monde évolue, le journaliste aussi doit évoluer, non? Donc quand on est journaliste avec papier et autres, et qu'on tombe sur les réseaux sociaux, mon nom me suit, partout je suis, mon travail me suit. Pourquoi nos autorités ne veulent pas évoluer dans ce sens? Et donc, il est impérieux de revoir ces articles. Et donc, aujourd'hui, au Togo, nos gouvernants veulent qu'on fasse du journalisme d'accompagnement. C'est ça. Le chef de l'État est allé en Allemagne, le ministre de la Santé a ouvert un séminaire ici, il y a des forages qui ont été ouverts dans le Sion. C'est ce qu'on veut faire. Moi, on n'est plus dans ça. Donc, si on doit faire l'investigation, on doit porter des gants et avoir tous les éléments de preuve. J'ai même peur que même avec des preuves au Togo ici, tu ne t'en sortiras pas. C'est l'anecdote de cet âne-là et de lion, ou de l'éléphant, qui courait. Et on lui demandait, mais pourquoi tu cours comme ça? Avec la justice que nous avons chez nous, je ne suis pas sûr de gagner un procès dans ce pays. C'est ce que nous vivons. Je m'arrête. Et justement, ça, ce n'est pas ça qui fait dire à certaines personnes, que ce soit journaliste ou non, que l'avenir de la presse au Togo est un petit peu sombre. Joseph Gada. Sombre ou bien hypothéqué? Non, vous savez, le journalisme demeurera toujours journalisme. C'est-à-dire que c'est les journalistes qui vont disparaître. Mais on ne va pas quand même disparaître. Comme dirait un ministre, que s'il ne tenait qu'à lui, il n'y aura qu'au moins 3 presses au Togo. Oui, si, j'ai écouté ça. Et le jour-là, je disais à la personne que la presse togolaise demeurera toujours, mais lui, il va partir. Et il est parti. Il est parti. Un ministre qui a dit ça, non? Oui, il est parti. Et la presse est là toujours. Même s'il reste 3 journalistes, le journalisme demeurera toujours au Togo. Vous savez, le journalisme a évolué. Il y avait eu un projet comme ça, des gens ont dessiné pour qu'au Togo, on n'a que 3 organes de presse écrites. Vous savez, on peut... Ça a été mûri à des endroits. Non, c'est comme Hitler qui a voulu exterminer les Juifs. Mais il y a toujours les Juifs. Même si c'est une seule personne, il y aura toujours des Juifs. Vous savez. Non, je pense que nous sommes arrivés à un moment de tempête du désert. Et lorsqu'on fait face à la tempête du désert, il faut, ça ne sert à rien de tergiverser. Il faut trouver des solutions pour s'enfuir. Ok. S'enfuir ou bien se cacher. Oui. S'enfuir, se cacher. S'enfuir, il y a 2 journalistes qui sont déjà en exil. Oui, Farina et Isidore. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vraiment, depuis là je ne l'ai pas encore fait, féliciter vraiment Ferdinand, qu'il est aujourd'hui l'icône de la presse togolaise. Le modèle. On peut tout dire, mais il est le modèle des modèles pour nous, jeunes journalistes. Et je le félicite là où il est. Et j'avais même voulu que le 16 novembre, là, soit déclarée même la journée nationale de la presse des prix du professionnalisme. La presse du courage. La presse du courage et la vérité. Journée nationale de la presse du professionnalisme. Et ça là, il sait que le gouvernement ne va pas le faire. Mais je pense qu'il nous revient à nous, les organisations de presse, de réfléchir et de voir qu'est-ce qu'il faut faire à partir du 16 novembre. Il ne faut pas que cette date soit une date qui serait dans l'ombre.
Ce serait vraiment dommage pour nous. À ce moment, Dieu ne fait jamais ces choses au hasard. À ce moment où nous traversons cette tempête de désert, voilà ce qui s'est passé. Donc nous devons réfléchir. Il nous revient maintenant. Ils ne regardent même pas ça. Non, ce n'est pas le problème. Il nous revient à nous les journalistes, parce que nous ne sommes pas des journalistes, de réfléchir sur notre sort. Je ne veux pas aussi traverser la pensée de Thomas Sankara, que l'esclave qui ne s'applique pas, ou bien qui ne s'efforce pas, ça ne vaut pas la peine qu'on s'applique même si son sort. Oui. Donc, il nous revient à nous les journalistes togolais de nous entendre et de réfléchir. Moi, je suis à l'extérieur. Oui. Et j'ai eu. Tu vois, moi, j'ai l'impression que quand on est à l'extérieur, on réfléchit. Non, on apprend mieux. On apprend mieux. On fait la différence. On fait la différence. On fait beaucoup la différence. D'accord, on n'est pas ici, on n'écoute pas les autres. Donc, on fait beaucoup de différences. Et on réfléchit aussi mieux. Je pense que nous devons appeler journaliste en journalisme. Et nous devons nous départir de la politique. Je l'ai toujours dit. Si nous voulons politiser la presse, ne soyons pas surpris de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des journalistes, je m'en fous de ce que ces journalistes soient, qu'ils soient journalistes, je ne sais pas. Proche, mais c'est des journalistes, des confrères qui sont emprisonnés pour quelque chose, pour un fait. Et je pense qu'à nous, il nous revient de s'unir pour que donner avant des journalistes, comme on l'avait vu en 2021, ne subissent plus encore ces gens de... Je sais pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous en sursis. Hein. Non, mais c'est-à-dire que... Non, je vous l'ai dit parce que... Ils ne font rien. Ceux qui sont aujourd'hui en prison, là, mes frères, je pense à une pensée particulière à Loïc Lawson et à Nani. Oui. Et il y a de cela 2 ans, si on leur disait qu'en 2023, ils seront en prison, même si c'est un devin, ils vont vouloir le tuer. Maintenant, si nous ne faisons rien pour que demain, non seulement ils seront libérés, mais pour que d'autres qu'on nous envoie comme à l'abattoir, on envoie des journalistes en prison comme des brigands, comme des voyous. On tue la profession. On ne veut rien. Nous, là où nous sommes, on ne veut même plus le quatrième pouvoir. On ne veut même plus. Les gens ne pensent qu'à leur intérêt. On ne veut même plus le quatrième pouvoir. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Alors que nous sommes le premier pouvoir. Solidaire. Si on envoie un journaliste en prison, soyons solidaires. Comme nos frères musulmans, quand ils viennent là, quand vous touchez un musulman, quand les autres viennent là, surtout les Kotokoli. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas seulement musulmans. Va à Mango. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Chez les Tchakossi. C'est-à-dire qu'il faut arracher d'abord celui qui est bon, c'est qui est pris. Et après à la maison, on lui dit mais qu'est-ce que tu as fait? C'est comme les Indiens. Donc nous devons réfléchir. Eric, nous devons réfléchir. Laissons nos problèmes, nos divergences. Nous devons réfléchir sur la presse. Quand tu me poses la question, est-ce que la presse ne mourra jamais? Mais c'est nous-mêmes les gens qui allons mourir vite. Si nous, on ne réfléchit pas. Si on ne s'assoit pas pour réfléchir sur nos sorts, qu'est-ce que nous voulons de la presse togolaise? Parce que ce qui se passe au Togo, ce n'est pas ça. Hier, j'ai échangé avec Sidi Kaba, qui a nommé un forum. Le Nigérien. Le Nigérien. On échangeait, il a dit, mais qu'est-ce que nous allons devenir si nous allons disparaître? J'ai dit, non, mais ce que vous avez comme loi, il y a de cela 10 ans, ils ont la même loi. Autant de Issifou. Oui. Lorsqu'un journaliste écrit sur des réseaux sociaux, on le sanctionne, le met en prison. Mais avec l'arrivée de Bazoum, les organisations de presse se sont unies comme un seul homme. Ils sont partis le voir que monsieur le président, et ça c'est monsieur le président d'Afrique, mais si vous demeurez toujours avec cette loi, mais votre pays serait mal vu. Et le président Bazoum a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Si on ne vous écoute même pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Et après avoir reçu les organisations de presse, il a décidé de supprimer ça. Et c'est aussi possible au Togo. Le président a demandé que cette loi soit supprimée. Si à cause de cette loi, le pays serait mal vu à l'extérieur, parce qu'on peut emprisonner les journalistes n'importe comment, il faut supprimer. Et il m'a dit, et ça a été supprimé. Il a demandé à l'Assemblée, ils ont supprimé ça. Donc ça dit qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, les journalistes peuvent exploiter les réseaux sociaux, faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Mais être professionnel. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est possible ici.
Moi, à chaque fois, je suis très touché quand il y a un problème. On me dit non, il y a le couloir, on passe par le couloir. Mais pourquoi est-ce que vous passez par le couloir pour aller voir le chef de l'État pour qu'on puisse réviser cette loi? À chaque fois, on dit non, c'est la loi 497. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse réviser cette loi? Est-ce qu'à chaque fois, on va passer de couloir? Mais si c'est couloir, allons voir le chef de l'État. Passons par le couloir, il dit. Et ça, monsieur le président de la République, ça ne nous honore pas, ça n'honore pas le pays qu'à chaque fois, lorsqu'un journaliste écrit. Parce que comment on peut imaginer? Parce qu'un journaliste a fait juste une petite dénonciation, on l'envoie en prison. Elle dit, on l'envoie en prison comme, et il est là, il est parmi les voyous, parmi ceux qui ont volé des milliards, parmi ceux... Non, c'est pas possible. Parce que quand nous sommes dans les climatiseurs ici, nous imaginons aujourd'hui ce que nos confrères qui sont là-bas depuis une semaine et plus, ce qu'ils vivent. Et ça, ce n'est rien, mais ce que leurs familles vivent aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, et ça là, je m'excuse, je demande à la HAC. La HAC qui est notre chef de famille. Vous êtes quand notre papa qui est censé vous savez, protéger la liberté de la presse. Quand vous êtes chef de famille et qu'il y a un problème dans la famille, vous faites tout. Et que des gens, au lieu de constituer chef de famille, vont se retrouver dans une situation. À la gendarmerie. Moi, il m'est arrivé de voir un chef de famille qui allait à la gendarmerie pour dire: ah, monsieur le gendarme, ce problème-là ne peut pas être réglé ici. Permettez que je ramène le problème à la maison et on va échanger. Si ça ne marche pas, on revient vous voir. Et c'est pour ça qu'on est chef de famille. La HAC, notre chef, c'est notre papa, c'est le chef de famille. La HAC ne peut pas nous voir comme ça chaque fois qu'on envoie des gens en prison et rien n'est fait. Non, mais si on me dit, même si c'est en police, mais nous on ne voit pas, qu'est-ce qui est fait? Même si je faute, la HAC va venir à mes secours. C'est quand même ça. Il faut nous dire la vérité. Sinon, je pense qu'on va fuir un jour. On va fuir un jour parce qu'il n'y a personne pour nous dire la vérité. C'est ça. Non, ce que vous dites, c'est grave ce que vous dites. Le professionnalisme à la lutte des choses, on risque de tous fuir le pays. Oui. Eric, je vous dis, Eric, le mécanisme. C'est notre pays quand on va fuir le pays. Eric, il veut qu'on fuit tous le pays. Le tailleur ou bien le couturier a son diplôme. Le mécanicien a son diplôme ou bien. Oui. Mais ça ne l'empêche pas de fauter un jour. Ça n'empêche pas un jour que vous lui amenez même comment votre tissu. Les pantalons ne sont pas cousus au même. C'est quoi le problème? Mais on va fuir un jour le pays. Parce qu'on ne peut pas faire. Tout à l'heure, vous parlez d'autocensure. On en a tellement fait que je ne sais même pas. Donc, j'ai dit, nous les journalistes, prenons courage et allons voir le président. Allons voir le président de la République pour qu'on puisse revoir. Parce que les députés qui ont voté ça, ils savent. Les députés qui ont voté ça, ils savent, non? Il y a un auditeur qui dit: vous êtes pris dans votre propre piège. Vérifiez bien vos regroupements. Bon, surtout, il donne un nom que je ne vais pas donner à l'antenne. Invitez-les sur le plateau et posez la question de l'alternance politique et vous allez voir leur position, dit donc un auditeur. Il y a un autre qui nous dit vraiment chapeau aux journalistes en studio avec vous. Vraiment, il faut que la journée de consécration de M. Ferdinand soit une date significative de la presse, du moins une journée de méditation pour l'ensemble de la presse. Cette date doit être retenue, s'il vous plaît, dit l'auditeur. Un autre qui nous dit: les preuves d'un pays dictatorial sont maintenant visibles à travers ce que vivent les journalistes et le journalisme. La presse ne mourra jamais dans ce pays, dit un autre auditeur. Il y a un autre qui nous dit: tous les journalistes du Togo, unissez-vous. Et la question aussi est à ce niveau aujourd'hui, Ambroise Kondjo. L'union. Parce qu'il y a un sentiment aujourd'hui qui est répandu que les journalistes ne sont pas unis. Oui, mais c'est grave quand même. Vous savez, on a toujours parlé de la confraternité, oui, du principe de confraternité. Sauf que ça n'existe pas. Qui nous unit. Moi, je le disais la dernière fois à un président de l'organisation de presse que ce principe-là, c'est vrai, ça existe, mais ça n'existe désormais que de nom. Parce que dans la réalité, le confrère vous voyez, vous salue, rit, mais ce qu'il dit derrière vous, chez tel responsable, tel ministre ou telle personne, pour vous noyer, vous ne le sachez pas. Mais après, vous avez toujours écho. Il suffit que le monsieur vous dise quelque chose. Quand vous arriverez à le rencontrer, ses propos même en disent long sur ce que l'autre avait dit sur vous. Moi, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, mais je ne me plains pas parce que je nous connais. Parce que ça, c'est comme quelqu'un le disait, les gens décrivaient leur métier. Moi, je suis dedans, ça fait longtemps. Je suis dans ce métier, ça fait pratiquement 24 ans. On t'a 25 ans. Oui, on est dedans il y a longtemps. Donc, pour dire à ceux-là qui se plaignent que nous on se connaît.
Vous imaginez que moi, quand on m'a suspendu, mon journal et moi-même, c'est la première fois qu'on suspend un journal et son directeur en même temps. Ce qui fait que dans cette période de 4 mois, je ne peux pas aller sur un média. Pour affaire de Covid. Et cette histoire-là ne peut même pas me faire valoir un contrat ailleurs. Et mes contrats, 3 jours après, ont été résiliés. Je ne peux même pas égaler, continuer. Pour vous dire qu'en réalité, le problème de la presse au Togo, c'est nous-mêmes, comme quelqu'un l'a dit. Parce que les gens courent derrière leurs petits intérêts. Et comme j'ai l'habitude de le dire à certains de mon village, que tant que vous n'arrivez pas à vous dire la vérité, vous ne vous dites pas la vérité, mais vous allez toujours rester dans les carcans. Je voulais préciser qu'il y a beaucoup d'autres confrères qui ont ou qui voient suspendu au-dessus de leur tête l'épée de Damoclès. Beaucoup de Je voulais journalistes sont rappeler le cas de confrères Tampa Express, et Francisco Napokura, Isidore Akolor aussi, et l'autre là, Jérôme Sossou, dont les affaires sont pendantes devant le tribunal. Aujourd'hui. Et donc pour dire que j'ai l'impression que nos gouvernants veulent gouverner, veulent détourner, veulent faire ce qu'ils veulent sans qu'il y ait de bruit. Je voulais peut-être préciser aussi qu'il y a quelques jours, il y a l'ordre des médecins du Togo qui a cru bon de mettre en demeure Taxi FM parce que nous recevons très bien pour la vie. Voilà. Attends, ils nous ont envoyé un courrier pour nous mettre en demeure. Que l'État reprenne tout ce monde-là. Mais l'ordre des médecins, de quoi je me mêle? L'ordre des médecins, ils sont une coopération, non? Donc nous aussi, on peut se targuer de dire, ce monsieur que vous avez emprisonné, rapidement, il faut le libérer. Ah oui? Mais l'ordre de médecin n'est pas au-dessus de la loi. Parce que l'État laisse faire, ça me choque. J'ai écrit un article par rapport à la disponibilité des médicaments dans les pharmacies dans le pays. Ce que ça a coûté à M. Peto, l'ancien président. Mais il a sillonné tous les médias. L'ordre de pharmacien. Il est passé par ici aussi. Oui, il est passé à TVT. On m'appelle, on m'a mis à la TVT. Et il est passé par tous les médias. Juste un article que j'ai écrit, j'ai dit, je suis très content. Parce que l'objectif est atteint. Et aujourd'hui, on sait que quand on a besoin le médicament doit être proche du patient. Bien sûr. Ce n'est pas, le patient ne doit pas attendre le médicament. C'est ce que eux-mêmes, leurs patrons, qui ont créé la pharmacie, ont écrit. Je leur ai plaqué ça dans l'article. Et aujourd'hui, vous n'allez chercher sur la rue de Ségbé, je l'avais dit, sur 4 pharmacies, aucun n'est ouvert les week-ends. C'est maintenant ils ont amélioré avec le nouveau président. Ils ont amélioré. Je salue ce président, M. Nyassenou. Pour vous dire qu'en réalité, le problème de la presse est d'abord elle-même. Les journalistes qui travaillent, ceux qui cherchent les intérêts. Quand vous voulez écrire un communiqué pour condamner quelque chose, ils y attendez d'abord. C'est pourquoi moi j'ai dit au niveau du PPT, la dernière fois on a sorti un communiqué. Parce que j'avais eu écho. Comme quoi ils devaient faire une synergie d'action pour écrire. J'ai dit écoutez, nous on est indépendants. Le PPT est indépendant. Oui. Moi, j'ai insisté à ce qu'on sorte un communiqué d'abord. Et s'il y a synergie, on peut le faire, il n'y a pas de souci. On ne refuse pas ce qui est, comment on dit ça, ce qui est fait à l'unanimité, ensemble. Mais il faut avoir une marge de manœuvre, pas solitaire, mais une marge de manœuvre indépendante pour aussi amener les autres aussi à aller dans la droite ligne. Parce qu'il y en a qui, peut-être pour des intérêts, ont peur de sortir des mots qui choquent celui-là qui leur donne quelque chose. Même si on me donne 1 million, mais s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, elle a le courage de dire la vérité à celui qui te donne l'argent là. Bien sûr. Mon grand frère, ça là, c'est pas bien. Ça ne va pas vous amener loin. Il faut avoir le courage, il faut le dire. Donc aujourd'hui, le problème de la presse, c'est qu'il faut avoir le courage de s'unir. S'unir comment? Quand il s'agit de nous là, on n'a plus d'amis. Ce doit être le principe. Quand il s'agit de la presse, des journalistes là, on n'a plus d'amis. Président, Premier ministre, autorité, tout ça là. Là, ils vont avoir peur de nous. Si nos confrères arrivent à avoir ça dans leur ménage, à inscrire ça dans leur corps, dans leur ADN, Fort Nassimé il va avoir peur de nous. Tout ce qui sécurise sur les réseaux sociaux, il est allé en Allemagne, tout ça là. Je me suis dit, j'écrivais la dernière fois, ah bon, donc l'impôt responsable aussi est transporté jusqu'en Europe. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment dans la presse que pour ne pas avoir de problème, vaut mieux te cacher. La question de l'autocensure. Pour ne pas avoir de problème, il faut dire qu'il y a un atelier de validation ici et il y a le président qui est allé simplement ici. Et puis là, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème. Non, vous savez, là, on ne fait plus du journalisme. De la communication. On fait de la communication. C'est ça. Vous savez, le journalisme est tout.
Et dans le journalisme, on fait la communication. Oui, bien sûr. Mais lorsqu'on transforme le journalisme en communication, ça c'est autre chose. Il y a un truc qui dit merci à vous, Joseph et Ambroise. Je vous aime. Sinon, vous ne faites rien. Si vous ne faites rien, vous risquez vraiment de fuir le pays. Surtout vous qui dites donc la vérité. Puisqu'il est 12h sur la radio, vous permettez, on marque une pause en revue, s'il vous plaît. L'émission La Gare routière de l'information sur la radio, Génial Taxi FM. Vous pouvez, pour ceux qui aimeraient bien, n'est-ce pas, interagir avec nous dans l'émission, envoyer leur message. Ça peut être SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Vous connaissez notre numéro, SMS ou WhatsApp 93 94 96 64. Et d'ici 10 minutes, vous pouvez nous appeler en direct pour exprimer votre point de vue sur le sujet. Ce sera sur le 92 60 81 81. On va évoquer l'autre sujet, c'est sur le fichier électoral. Les élections, c'est sûr qu'on ne les aura pas avant la fin de cette année, mais l'OIF a aidé le Togo à, on va dire, clarifier certaines choses au niveau du fichier électoral, les doublons et tout le reste qui pollue un petit peu notre fichier électoral. Et maintenant, c'est bon. Et j'ai lu le communiqué, par exemple, de la CENI. Il y a quelques heures où la CENI envoie donc un communiqué, attendez une seule seconde, communiqué dans lequel donc la CENI se réjouit à peu près de tout cela. Le président de la CENI dit que dans le cadre des prochaines consultations électorales, un recensement a été donc effectué du 29 avril au 14 juin dernier sur l'ensemble du territoire patati patata, et puis dit en vue d'avoir un fichier électoral fiable, l'OIF a été sollicité pour l'audit externe du fichier provisoire afin d'en déterminer la conformité aux normes nationales et internationales en se fondant sur les critères d'exhaustivité, d'actualité, d'unicité, d'exactitude et de complétude. Cette émission s'est déroulée du 20 au 27 octobre 2023. Alors, à l'issue de ce processus, le président de la CENI porte à la connaissance des responsables des partis politiques, de la société civile et des autres parties prenantes afin que, l'opinion nationale et internationale, que le fichier électoral définitif, reconnu, fiable, pour les prochaines élections régionales et législatives se présente comme suit. Nombre brut d'électeurs recensés 4 432 936. Un nombre d'électeurs radiés 129 225. Nombre total de CRV prévu 4 624. Nombre total de CRV opérationnel 4 608. Nombre total d'électeurs du fichier électoral définitif 4 203 711, dont 2 262 396 femmes, soit 53,82%, et 1 941 315 hommes, soit 46,18%. Voilà donc les détails des chiffres communiqués donc hier. Hier par donc la CENI, hier le communiqué a été rendu public donc hier, signé hier, rendu public donc ce matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport donc à ce fichier électoral donc apuré et qui aujourd'hui est définitif. Je vais commencer par vous, Ambroise. Oui, le fichier électoral fait partie des éléments importants bien qui entrent dans l'organisation des élections. Et s'il n'y a pas de fichier, il n'y a pas d'élection. Il faut qu'il y ait des hommes recensés, qu'on ait aussi un fichier. Il faut qu'il y ait un fichier fiable s'il n'y a pas audit. Et l'audit est souvent fait par des gens extérieurs en présence des partis politiques qui sont censés participer à ces élections. Et qu'au final, on informe le peuple qui doit aller voter. Bien sûr. Ça, c'est la procédure. Sauf que dans le cas d'espèce, contrairement à ce qui s'est passé il y a 5 ans, où l'OIF avait émis des réserves par rapport au fichier, je me rappelle très bien. Cette année, moi j'ai été surpris. C'est une radio que je suivais le matin là, et on nous disait, le monsieur comment on l'appelait, de l'OIF était très content. Il est plus content que le président de la CENI.
C'est-à-dire que les propos de ce monsieur, je l'ai même enregistré. J'étais tellement suffoqué et dérangé que je serais à sa place, je serais mesuré dans mes propos. Je le paraphrase, il dit, nous sommes très contents, très fiers que le fichier qu'on nous a présenté après l'audit, ils étaient trois arrivés, est un fichier fiable qui garantit les élections transparentes. Pour la prochaine fois au Togo, nous nous rassurons que ces élections-là seront des élections transparentes. Mais lui, il a déjà voté. Lui, il a déjà les résultats de ces élections. Ça y est, j'ai tombé des nues quand je l'écoute. Et pour ne pas répéter ça, ce Gaou qui disait, on a comme l'impression que les choses ont été faites à Katimini. C'est-à-dire qu'on n'a informé ni les partis politiques. Oui, parce que les partis ont réagi aussi. Ils n'étaient pas C'est après nous que les partis ont commencé par réagir. Parce que c'était jeudi, on était dans une émission. Mais moi, je me suis dit, c'est moi qui disais que quand ce monsieur qui est un étranger, qui vient chez nous, il dit, il est très content, il est même plus content, c'est qu'il y a un problème. Et c'est là, l'autre là disait qu'effectivement, ils avaient eu l'information que, après quelques heures, comme quoi le fichier était usé. Quand est-ce que vous êtes arrivé? Et qui est-ce que vous avez informé sur l'audit du fichier? Parce que l'audit du fichier réalisé par l'OIF, comme le communiqué de la CENI l'a dit, a été réalisé en octobre. La mission, c'est du 20 au 27 octobre. Et personne n'a été informé. D'abord, l'élection pour laquelle nous courons, que ce fichier a été audité, personne ne connaît le chronogramme de cette élection. Alors que le mandat des députés prend fin sur fin novembre. Alors, si, contrairement à ce qui s'était passé, ce qui a été fait par le passé, il y a 5 ans, et qu'on vient nous dire, on nous a présenté un résultat qui même pose problème, parce qu'il y a un gap de 100 000 ou 200 000 qui flotte quelque part. Quand vous faites le ratio des chiffres, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Ça ne tombe pas. C'est comme un budget. L'investissement et les dépenses et les recettes font égal. Ici, il y a un problème. Ça veut dire que... Encore oui. Quand deux personnes... On additionne les voix, on s'entend pas. Quand deux personnes s'asseyent dans une chambre sans lumière et ils font des choses, mais les résultats ne peuvent qu'être ça. Et le confrère qui disait que les gens ont travaillé en catimini, il a raison. Mais l'élection est faite pour qui? Qui est-ce qui va entrer en jeu avant qu'on dise qu'il y a élection? Et qui est-ce qui va entrer en jeu avant qu'on dise que l'élection est transparente? C'est deux choses différentes. Et ces deux choses doivent concourir avant qu'on parle de transparence et d'équitabilité des résultats. Ici, on n'a jamais connu ça. À part 94 et 58. Après 58, quand on lui a réclamé que les Nations Unies viennent superviser les élections ici, face aux progressistes et aux colons français, et 94 ou à Gbebo, avec son cas, on a fait l'Assemblée nationale et que le Côte a joué le sale jeu des partis charnières. Ça, on se rappelle, on était déjà en troisième. Et donc, pour vous dire que nous n'avons jamais connu les élections transparentes dans ce pays. Ce qui est le plus énervant, c'est celle de 2020. Et donc, le travail réalisé par l'OIF pour vous, c'est pas rassurant. On me dit que ce n'est pas encore fini. Qu'il y a un travail technique qui va encore se faire. Mais si j'avais trouvé l'audio là, j'allais balancer, les gens m'ont réputé. C'est quand le monsieur se satisfait. Oui, bien sûr, on l'a ici, puisqu'on était aussi à la couverture. Et moi, je ne veux pas me plaindre parce qu'on ne m'a pas invité. Ça a toujours été le cas, même au temps du Covid. Votre colonel Djibril ne nous a jamais invités, avec notre confrère Aimé, et puis ils ne nous ont jamais invités. Donc je ne me plains toujours pas. Parce qu'il y en a, si vous avez des gens qui n'aiment pas la vérité, il ne faut pas les fuir, mais il faut les éviter vous aussi. Oui, d'accord. Donc pour vous dire que ce problème de fichier a déjà un problème en amont. Beaucoup de gens sont laissés au carreau, à Lomé, qu'on n'a pas recensé. Oui. Les gens ont crié, personne ne les a écoutés. Donc ce n'est pas la fiabilité de fichier que moi je veux croire aujourd'hui. D'accord. Jusqu'à croire même à la transparence de l'élection qui arrive. Parce que les gens commencent pas à avoir peur. La preuve, ils n'ont pas de programme. Ils veulent s'assurer d'abord qu'ils vont gagner d'abord, parce qu'entre eux-mêmes, ils sont en deux camps. Ah bon? Dakar a créé un parti politique, non? Ouais, problème. Mais il y a un problème. Bon, vous allez vous faire comprendre après. D'accord, très bien. Joseph Gada, sur la question de la crédibilité du fichier électoral aujourd'hui, en tout cas l'OIF nous dit que bon, c'est bon. C'est bon. Et ils ont travaillé dessus, que c'est bon. Parce que nous sommes fatigués aussi de l'OIF. Nous sommes fatigués de tout. Je ne sais pas pourquoi on fait encore intervenir l'OIF. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est fatigué et puis encore on fait avec. Oui, c'est ça. Parce que moi-même j'ai trouvé ça un peu bizarre. J'aurais été souhaité qu'on trouve, c'est pas une agence d'audit des fichiers
africaine, peut-être que je serais encore moins à l'aise, mais que c'est l'OIF. Nous sommes fatigués aussi de l'OIF. Est-ce que l'OIF viendra faire quoi dans notre élection si nous sommes vraiment fatigués de l'OIF? En tout cas, je pense que Gandhi et Nelson Mandela ont l'habitude de dire tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Donc c'est en cela que je suis un peu très touché quand j'avais appris aussi qu'il y a eu il y a eu l'audit, de même que les acteurs politiques. Bon, vous savez, à un certain moment, je me demande, parce qu'il y a un cadre de concertation, les acteurs politiques. Ils ne savaient pas quoi. Je ne sais pas aujourd'hui à quoi sert ce cadre. C'est un cinéma pour brûler la piste là. Parce que, entre-temps, vous vous rappelez, entre-temps, j'avais dit il faut suspendre cette histoire-là. Si aujourd'hui, on ne peut pas se concerter, si la CENI ne peut pas concerter aussi les acteurs politiques. Mais moi, je suis très surpris parce qu'il y a certains membres, il y a certains partis politiques dont leurs membres font partie de la CENI. Oui. Et je ne comprends pas pourquoi aussi ces gens ne sont pas informés. Et qu'elle le dit publiquement qu'ils ne sont pas informés. Donc, oui, c'est quand même curieux. Au Togo même, je ne comprends rien même. C'est à refaire, comme dirait quelqu'un. Ouais, je ne peux pas comprendre. Tout est à refaire. Je ne peux pas comprendre. Parce que quand vous avez des membres... L'ANC, c'est pas exemple. Oui, mais je peux pas comprendre. Oui, je ne sais pas comprendre. Qu'aujourd'hui, l'ANC aussi dit ils ne sont pas au courant même de l'arrivée de ces auditeurs. Et mais il y a un problème. Alors, qui ment, qui dit la vérité? On est où avec le peuple dans tout ça là? Des fois, quand on vient sur le sujet politique, le peuple n'existe pas. Quand on vient sur le sujet politique, ça dit que j'ai du mal à parler. Parce que d'abord, tu vas te faire des aigris pour rien. Les gens qui sont là, ils vont t'insulter pour rien. Parce qu'on ne comprend rien. Et on a dit que le fichier est fiable. Les gens n'étaient pas là avant l'audit, mais ils vont aller aux élections. Et après, ils vont sortir, ils disent qu'ils ont perdu. Ils vont contester. Et c'est comme ça. Donc, finalement, le pays est là. Donc c'est vraiment dommage. Je pense que même avant même l'audit, il y a le problème de découpage électoral qui est là. Qui n'est pas encore soldé. Il y a l'ANC qui a fait une sortie il y a quelques jours. Même le problème de l'enrôlement des jeunes. Et pire, quand moi j'ai vu, quand on a fait la lecture, le calcul hier, ça tombait mal. Donc j'ai dit aujourd'hui au moins, si vous ne pouvez pas utiliser... C'est avec quel logiciel il travaille? J'ai dit, si vous ne pouvez pas quand même utiliser la calculatrice, au moins faites appel quand même à l'intelligence artificielle pour qu'elle vous donne au moins les chiffres exacts. Par rapport à ce qui est fait, ce qu'on a donné, même ça, il y a un problème. Par rapport au nombre de radiés et le nombre, il y a un problème. Ça ne tombe pas. Oui, ça ne tombe pas. Donc, alors que c'est un fichier fiable. Est-ce que l'intelligence artificielle peut régler les problèmes de compte, de voir au niveau de l'élection? Si ça peut régler ça. Il a dit, ça peut faire tout. Si vos amis ne vont jamais adhérer à ça. Je lis quelque chose, ils disent qu'ils sont en avance. Oui, mais il a dit, si le chiffre ne tombe pas et que le truc est fiable, ça pose un problème. Il y a un problème. Ou bien? Oui, mais théoriquement. Moi, je ne sais pas. Donc, il y a un problème. Je n'ai rien à dire, il y a un problème. Donc, concentrons. Tu sais, le Togo, nous sommes un petit pays. Si nous sommes unis, personne ne viendra nous diviser. On fera de grandes choses. Et moi, j'avais dit peut-être que le président aussi est très content par rapport, parce qu'on a dit le fichier est fiable. Peut-être que dans les jours à venir, on aura les chronogrammes et autres. Sans les partis politiques ou bien les partis politiques, je n'en sais rien. Mais moi, je vais revenir aussi au niveau de la presse. Parce que justement, sur la question, quand nous prenons le document de la CENI, section 4, où on parle du contrôle des inscriptions sur les listes électorales, l'article 60 du code électoral dit que la CENI gère le fichier électoral en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales. C'est pas ça qui est le plus important. Ensuite dit, les partis politiques légalement constitués et le ministère chargé de l'administration territoriale ont un droit d'accès au fichier. Les conditions d'organisation et de fonctionnement du fichier sont définies par la CENI et fixées donc par décret. Ils ont droit, les partis ont droit d'accès au fichier. Vous vous rappelez que je me rappelle les Togolais, non, partis politiques de Togolais, son président. Il avait nous avait démontré comment on fait l'audit du fichier. J'ai oublié un peu son nom. Il n'est plus là, il est à l'exil actuellement. Oui, c'est ça. Donc, ça, à Kodji? Non, le parti des Togolais. Oui, c'est Olympio. C'est ça, non? C'est Olympio. Nathanaël. Son second. Le truffard. Non. Oui. Non, celui qui a parlé du fichier. Il a même fait l'audit du fichier. Vous vous rappelez de lui? Ils étaient deux à arriver. Il y a un autre voyou.
il y a l'autre là, il y a un autre milieu. On a voulu le prendre. Oui, il est parti. Voilà. Il était noir. Oui. L'autre petit coup teint clair là. Donc, Ok. il avait travaillé sur ce fichier. Oui. Et parce que Il semble qu'il est expert informatique. voilà, et je pense que c'est ce Pourquoi on ne fichier. le veut pas ici? Je pense que c'est ce fichier souvent que l'ANC dispose. Et à chaque fois que l'ANC veut parler, parce que même au niveau du découpage électoral. Donc je dis, ce cadre de concertation, il faut revoir ça. S'il faut que la CENI organise son processus à part. Et après, on appelle les acteurs du venez voir. Vous voyez? Et puis on fera avec. Et puis moi, suite à ce que depuis là, je n'ai pas encore vu des partis politiques sortir avec des communiqués jusqu'à quelques. Oui. Voit déjà. Donc, et l'autre content de leur mérite. Et l'autre là, c'est ce que je voudrais dire aussi à la série. On fait là-dessus. Je suis vraiment déçu. J'ai toujours dit, ou bien on a toujours demandé qu'il y ait au moins une conférence de presse. Pour qu'au moins le président de la CENI puisse nous expliquer, ou bien nous parler du processus. Ou pour qu'on puisse aussi poser les questions. Mais vous avez connaître ce que j'ai été fait, c'est un point de presse. Oui, bien sûr. Le point de presse, je l'expliquais hier. Oui. Le point de presse, c'est que nous, on a vous dit, il n'y a pas de question. Voilà. Ça, une seule question de précision, c'est bon, partez chez vous. Alors que la conférence de presse, ça nous permet de vérifier, de poser des questions et de comprendre mieux. de poser des questions même pertinentes. Voilà. Là, ça, la CENI de Dabré. C'est un point de presse. Alors moi, je dis, qu'est-ce qu'on Comment on cache? peut faire un point de presse alors que maintenant qu'il y a des problèmes au niveau du fichier, il y a des gaps de 100 000 ou de 200 000 voix. Il dit, mais qu'est-ce qu'on cache et qu'on ne veut pas en parler? Ils ont peur, hein. Qu'est-ce qu'on cache? Mais les amis, moi, quelqu'un m'a dit, cette législative-là, c'est qu'ils ont foutu par le passé là. Cette fois, ils ont foutu du bordel à l'Assemblée en adoptant des lois iniques et cyniques là. Ils ont peur. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Hein. Bon. C'est pourquoi jusqu'à présent, Peur de quoi? Peur de quoi? ils ont peur de perdre la majorité à l'Assemblée là. Ou bien ils ont déjà les chiffres. Ils n'ont pas encore débat voté. n'est pas encore. Ils ont travaillé à ce niveau. On n'a pas encore voté. La preuve, on n'a pas de chronogramme. Ils Non. veulent s'assurer d'abord On aura de que nous, on est sûr de gagner au moins la majorité. Avant d'aller aux élections? Oui. Regarde, nous, on a fait- Vous voulez pour le savoir ou pas? Non, moi, je sais Ah, il faut savoir. On n'en sait rien, mais je pense Ça que va. les faits sont têtus. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de voir, de constater sur le terrain, c'est qu'il y a une opacité dans la chose. C'est clair. Et ce n'est pas bien. Vous savez, on a l'habitude de dire, si dimanche serait bon, c'est le samedi. Ah oui, on parle d'Alberto Olimpio. Alberto Olympio, c'est ça, Justement, voilà. il y a un auditeur qui doit Ou bien, parler. souvent, on a l'habitude que en fait, le mouton qui fera une bonne sauce. Ah oui, c'est sa démarche. Voilà. Qui Donc, indique. Monsieur, merci beaucoup. Je voulais que vous vous prononcez juste rapidement sur la situation au Libéria avec Mr. George Weah qui a perdu les il est élections. égal à lui-même. C'est l'élégance. Voilà, il est égal à lui-même. Et c'est un modèle, c'est le modèle que nous tous nous voulons. Moi, je n'ai rien vu de spectaculaire. C'est ce que la Constitution veut. Le gars, il a respecté la Constitution. On t'a vaincu, on t'a gagné. On t'a battu. Il accepte. Ça finit quoi le problème dans tout ça là? Il a présenté deux choses. Peut-être qu'il pourrait aussi aller. Bon, on sait. Un bon président africain. Mais on organise les élections pour les mais fêtes. je pense que la différence, c'est que c'est un pays anglophone. Ah oui. Et nous, c'est un pays et les autres, c'est un pays francophone. George Weah a présenté deux choses. La première, il a tracé la voie à ses pairs de la CEDEAO qui cherchent toujours à s'accrocher. Quand vous perdez, anticipez les choses. Ça, c'est la première chose. Et tout ça, la première chose a été héritée. La deuxième chose a été héritée d'une première, qui est son esprit sportif, qui est ancré dans son ADN. Le fair play. Il a appris le fair play, c'est le seul ballon d'or que l'Afrique a connu. Oui, bien sûr. Et donc, si c'est ça, c'est dans son sang. Donc c'est dans son ADN. Le fair play veut dire quoi? Reconnaître qu'on est tombé. Tu trébuches quelqu'un, il tombe, même si ce n'est pas toi. Prends le courage de l'approcher, tu le lèves, tu le soulèves. C'est ça. Il a déjà perdu l'élection présidentielle, vous vous rappelez? Oui, au début. Au début. Tu as vu dans quel pays francophone le sortant organise et il perd? Dis-moi. Je donne un exemple. Talon, qui avait crié sur tous les toits du monde, comme quoi il fera un seul mandat. Est-ce qu'il est dans cette logique actuellement? Non, il est dans le deuxième mandat. Bon, là, il dit que. C'est pour te dire, pour corroborer un peu avec ce que l'autre a dit, que dans les pays anglophones, avec le Moussa, non, pas le Moussa colonie, le système de dominion, les gens se sont affranchis depuis. Ça ne veut pas dire que l'Angleterre n'intervient toujours pas. Mais en filigrane et en sourdine, il laisse les pays se lever ici, là. Alors que vous avez ces colons derrière vous, là. Ça aussi, ça participe. Et donc, la culture du fair play et la culture
anglo-saxonne a fomenté des gens. C'est ce que Georges voit. 4 ans de mandat, ou bien 5 ans, il est en train de partir. Autrement dit, il ne fait pas comme Tshisekedi, qui est en train d'insulter ses opposants, comme quoi, lui va faire tout. C'est une déception, Tshisekedi? J'ai été déçu. Non, c'est une déception. J'ai été déçu parce qu'il n'a pas été élu. Le vrai Il a été choisi. Non, il a été choisi. Oui, c'est une négociation. C'est une négociation entre l'ancien président pour le mettre jugé. Parce que l'autre là, il a été un carabiné. Il a tellement fait de crimes que si jamais Fayoulou vient au pouvoir, et c'est une négociation qui s'est passée, et les Belges et les Américains sont contentés de ça. Ce n'est pas gratuit, hein. Tout ce qui se passe.